Bonjour et bienvenue sur Ludi Solo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. J'espère que vous allez tous bien. Voici la deuxième partie de mon dossier sur le roll and write. Donc je reprécise le roll, c'est-à-dire que c'est uniquement les jeux à cocher avec des dés. Il y aura plus tard un dossier avec les jeux à cocher avec des cartes ou autre chose à piocher pour cocher. En tout cas, ici, on se concentre uniquement sur les jeux avec des dés. Alors, il y a eu une première partie que vous avez peut-être vue. Vous trouverez le lien en haut de cette vidéo sur la première partie. Première partie où on avait présenté 8 jeux de roll and write qui sont assez basiques, qui sont jouables en famille, avec un peu tous les niveaux de jeu et faciles à expliquer. Ici, pour la deuxième partie, on va passer à des roll and write d'un niveau un petit peu supérieur. Pas forcément toujours très compliqué, parce que le roll and write, ça reste malgré tout quelque chose qui n'est pas très difficile. C'est des parties assez courtes, en général 30 minutes pour la très très grande majorité. Mais des roll and write qui vont avoir déjà des blocs de feuilles avec beaucoup plus de cases, beaucoup plus de choses à envisager, donc des règles du jeu qui sont quand même plus compliquées à lire. Ça n'empêche qu'une fois qu'on les comprend et qu'on les applique, le jeu est très fluide et ça va vite et c'est assez facile. Mais au niveau des règles du jeu, pour arriver à bien se mettre dans le bain, ça prend plus de temps que les jeux que j'ai présentés dans la première partie. Voilà. Et puis les thèmes aussi sont des thèmes qui sont un peu plus costauds pour certains, vous allez voir, avec des dés, vous voyez, qui sont très variés et où on a des choses assez incroyables avec des icônes qui sont vraiment dans les thèmes des différents jeux ou des petites mécaniques innovantes que je vous présenterai au fur et à mesure. Alors, j'avais pensé, comme dans la première partie, vous expliquer un peu les mécanismes de chaque jeu, mais en fait, ça reviendrait, j'ai commencé, ça reviendrait à faire une vidéo qui durerait 3 heures, parce que justement, les mécaniques sont plus complexes que dans les jeux de la première partie. Donc, je ne vais pas vous présenter la mécanique du jeu et vraiment vous expliquer la règle. Je vais vous présenter le matériel, le thème, très rapidement les choses importantes. Et puis, si vous souhaitez vraiment une partie de l'un ou l'autre ou de tous ces jeux, demandez-moi en commentaire. Et puis, je mettrai une partie vraiment d'un jeu en particulier pour se concentrer sur la règle de ce jeu en question. Je vais donc présenter les 8, pas forcément dans l'ordre où je les aime, il n'y a pas de niveau de préférence à ce niveau-là, un petit peu dans l'ordre de difficulté, plus ou moins quand même, et puis à la fin, comme dans la première partie, je vous dirai parmi les 8 quels seraient les 3 que je garderais si je devais en garder 3 dans ma ludothèque. Alors, le premier jeu dont je voulais vous parler, c'est Captain's War. Alors, Captain's War, c'est un jeu qui est sorti très récemment, ça doit faire une semaine qu'il est sorti là, qui est édité par Brajlon Games, un jeu d'Alexandre Aguilar et Olivier Derueto pour les illustrations. 30 minutes de partie, 1 à 6 joueurs à partir de 12 ans. Alors, la revendication de ce jeu, c'est vraiment d'apporter un jeu de roll and write qui a des interactions entre les joueurs. Puisque, comme on en parlait dans la première partie, la plupart du temps, les roll and write, chacun coche sa petite feuille dans son coin, et puis il y a très peu, de temps en temps, un petit twist qui fait qu'on va aller cocher une case sur la feuille du voisin pour l'empêcher un petit peu de jouer, mais globalement, ça reste très peu d'interaction. Donc ce jeu se veut un jeu où il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. Alors comment va se matérialiser cette interaction ? Donc vous voyez que vous avez la première règle que vous sortez, que vous devez lire, c'est 3 à 6 joueurs. Hein. Donc c'est un jeu qui est majoritairement, qui s'adresse à 3 à 6 joueurs, qui n'est pas forcément un jeu qui se destine spécifiquement au solo, même si vous avez une petite version pour duel à 2 et puis solo, dans lequel vous allez trouver un automat qui va, en fonction des dés que vous allez choisir, il va sélectionner les dés que lui, il choisit et c'est les actions qu'il fera à son tour. Voilà, donc c'est quand même bien travaillé pour un solo. Vous avez des petites options à n'ouvrir que lorsque vous serez un capitaine accompli.
Donc des cartes et des petits blocs de feuilles à cocher supplémentaires pour agrémenter le jeu. Donc ça, je n'en parlerai pas pour l'instant. Et puis vous avez 2 blocs. Voilà, vous avez de quoi faire. 2 feuilles comme ceci. Donc c'est la feuille de jeu. Et puis vous avez les dés que je vais récupérer de mon tas de dés que j'avais en introduction, qui sont ces dés là. Donc rapidement, les dés bleus sont des dés de ressources, du bois, des pierres précieuses, des perles. Ce dé noir est le dé pour vos pirates. Donc quand vous recrutez un pirate, si vous avez une épée, vous recrutez un pirate avec une épée. Vous avez des pirates de différentes forces, avec juste un gant, une épée, 2 épées, un pistolet, etc. Et puis vous avez un dé qui vous permet de gagner des pièces, que vous allez cocher sur votre piste de pièces. Et puis vous avez un dé rouge qui vous permet d'avancer sur l'une des 2 pistes. Une piste pour acquérir des objets de pirate, pour devenir un vrai pirate. Et puis une piste où vous pouvez acquérir des bateaux. Toujours pareil, il faut gagner le maximum de points de victoire. Avec les pièces, vous pouvez également acheter des ressources, si vous n'en avez pas assez avec les dés. Vous pouvez recruter des nouveaux pirates. Avec le dé rouge, donc vous avancez sur ces pistes qui vous permettent aussi de gagner des points, mais qui nécessitent de payer avec des ressources. Si vous voulez un perroquet ici, quand vous arrivez là, vous devez payer une perle, un bois et une ressource de votre choix, par exemple. Ceux qui arrivent au bout de la piste en premier vont avoir des bonus supplémentaires suivant leur ordre d'arrivée. Et ici, surtout, vous avez la piste de l'abordage. Donc, à un moment du jeu, à chaque phase, vous avez possibilité de lancer un abordage contre un adversaire. Et à ce moment-là, vous allez choisir parmi les pirates que vous avez recrutés, qui ont des valeurs. Vous allez en choisir 3 au maximum. De son côté, celui que vous attaquez va en choisir 3 également secrètement. Vous ne verrez pas ce que fait chacun. Et ensuite, vous allez comparer la somme des valeurs de vos pirates et celui qui a la plus grosse valeur à gagner. Donc, vous allez sélectionner vos pirates, soit en fonction de ce que vous avez, et si vous en avez beaucoup, pour essayer d'en économiser, pour en garder pour après. Bref, vous ne prenez pas forcément les 3 pirates les plus puissants. Si vous voyez, par exemple, votre adversaire, il n'a pas des pirates trop puissants. Et celui qui gagne, donc, a gagné l'abordage. Voilà. Donc, il y a 3 façons de finir la partie. Soit quand quelqu'un arrive au bout des 2 pistes, soit quand quelqu'un arrive au bout de sa piste de pièces, soit quand on arrive au 5e abordage. Et on va compter tous les points. Voilà, donc beaucoup d'interactions parce qu'effectivement, on peut partir à l'abordage avec les autres joueurs, enfin contre les autres joueurs. Le mode solo donc, va se dérouler de la même façon. On va choisir parmi les dés qu'on lance. Et comme je vous l'ai montré, il y a un tableau qui vous dit ce que choisit l'automa. Le seul souci en solo, c'est que vous utilisez une seule feuille. Alors c'est bien parce que c'est plus simple que d'utiliser 2 feuilles différentes. Mais vous partez ici, par exemple pour les pièces, et l'automa part de là. Et lorsque vous vous rejoignez, alors c'est pareil pour les ressources, vous commencez là et l'automa va commencer à prendre des ressources vers le bas, pour toutes les ressources. Et le problème, c'est lorsque vous vous rejoignez, la partie est terminée. Et j'ai trouvé pour les parties solo que j'ai faites qu'on se rejoignait très vite. On s'est rejoint en pièces parce qu'on gagne quand même beaucoup de pièces dans le jeu. Et on s'est rejoint, je devais être à ici dans chaque piste, quoi. Donc j'ai pas eu forcément un sentiment d'avoir vraiment profité de ma partie parce que ça s'est terminé très très vite. De la même façon, à plusieurs joueurs. Du coup, j'ai joué aussi à plusieurs joueurs pour pouvoir quand même me rendre compte ce que ça donnait à plusieurs joueurs. Il y a une chose qui me paraît un peu étrange, c'est que lorsqu'on fait des abordages, on n'a pas le droit de faire 2 abordages à 2 tours de suite quand on joue à 2, par exemple. On doit laisser passer un tour pour qu'il n'y ait pas trop d'abordages à la suite contre le même joueur si on est 2, et puis contre un même joueur aussi. On n'a pas le droit, lorsqu'on est à plusieurs joueurs, d'attaquer toujours tous le même, à un même tour. Mais malgré tout, si on veut faire beaucoup d'abordages, eh bien on va très vite arriver à la fin de la partie. Au bout du 5e abordage, la partie se termine. Donc, comme l'abordage est quelque chose qui est facultatif, eh bien, si on est un joueur qui a plutôt envie d'avoir une partie un peu longue en allant sur les pistes, en gérant des ressources pour avoir le maximum d'objets, pour essayer de gagner le bonus en premier, du coup, on ne va pas aller à l'abordage parce qu'on n'a pas envie que ça aille trop vite.
Ou alors, on est un joueur qui a envie de taper sur, sur les autres et qui est là pour la baston. Et à ce moment-là, on va faire que des abordages, enfin dans la limite de ce qu'on a le droit de faire en nombre de tours. Et on va très très vite terminer la partie, puisque dès qu'il y a un 5e abordage, la partie est terminée. Et on n'a pas du tout eu le temps de faire ça. Donc c'est un peu les joueurs qui décident de la forme que va prendre leur partie et de sa rapidité. Et ça, je trouve, c'est un peu dommage, parce qu'à moins d'être tous d'accord sur une même façon de jouer, bah, on peut être frustré, parce qu'on va très vite terminer, alors qu'on a eu le temps de faire pas grand-chose finalement. Voilà, donc petit bémol. Et puis donc en solo, cette chose qui se termine très rapidement à cause de la piste notamment de pièces. Donc je le conseillerais pas forcément en solo. Après, si vous êtes plusieurs, vous avez envie de passer un beau moment à vous taper dessus, à partir à l'abordage en permanence, voilà, c'est aussi un bon jeu sur un thème original qui va très bien avec, une interaction entre les joueurs, à savoir le thème des pirates. Voilà, mais qui m'a, pour certains aspects, laissé un petit peu dubitative. Voilà pour Captain's War. Alors, je passe au deuxième jeu qui est Paper Dungeons. Alors, Paper Dungeons, il est sorti il y a un petit peu plus longtemps. Il a été en rupture d'édition, puis il a été réimprimé. Donc, aujourd'hui, il est disponible. C'est un jeu de Leandro Pires, édité par Super Meeple pour 1 à 8 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties toujours de 30 minutes. Donc, c'est un dungeon crawler. C'est-à-dire qu'on va se promener dans un donjon. Alors, voilà le bloc. Je vais prendre une feuille vierge. Voilà, donc on a un bloc qui se présente de cette façon. Donc avec notre donjon. Donc on va naviguer dans le donjon pour aller combattre les monstres. On a notre pavé avec nos aventuriers. Donc on a 4 aventuriers, un guerrier, un magicien, un clerc et un voleur. On a une piste de points de vie, une piste de dégâts, une piste d'objets magiques qu'on va pouvoir acquérir au cours du jeu qui vont nous donner des capacités supplémentaires. On a une piste de potions qu'on va pouvoir gagner ou acquérir avec des dés qui vont nous permettre de soigner nos dégâts. On a une piste pour gagner des points en fonction du nombre de sbires qu'on va tuer à l'intérieur du donjon. Une piste avec des gemmes qu'on va aussi pouvoir gagner dans le donjon. Et puis la piste de points de victoire pour calculer nos points à la fin. Alors le donjon, donc toutes les feuilles sont identiques. Hein. Par contre, on a des cartes. Je vais essayer de vous les montrer. On a des cartes qu'on va piocher. On va piocher une aléatoirement au début du jeu et elle va nous dire où on va rajouter des murs. Voilà, donc toutes les parties bleues sont des murs qu'on va rajouter dans notre donjon de manière à avoir un donjon toujours différent suivant les parties. Et il va nous indiquer également où on va placer nos 3 monstres, qu'on va symboliser par un 1, un 2 et un 3. Donc en partant des entrées qui sont ici, on va devoir aller vers le monstre 1, arriver au monstre 1 avant la fin de la première saison, puis le 2, puis le 3, et on va combattre nos 3 monstres. Les monstres, ce sont donc de 3 niveaux différents, donc on va prendre aléatoirement une carte verte, une carte bleue et une carte jaune. Et lorsqu'on va arriver à un combat de monstres, il a une certaine valeur de points. Si nos personnages ont des pouvoirs suffisants pour le combattre, on va gagner des points, on va avoir des dégâts qui vont dépendre de nos capacités, de nos pouvoirs. Voilà, donc on va gagner des objets magiques qui vont nous aider. Donc les dés, après, il y a des petites missions, des petits objectifs personnels qui sont dans des cartes qu'on va avoir au début. Donc une mission qu'un joueur devra effectuer, celui qui l'effectuera en premier aura gagné les points. Un objectif personnel et un pouvoir, une capacité personnelle pour chaque joueur, avec 2 autres petites cartes. Et les dés, donc, qui sont utilisables, alors soit pour renforcer le pouvoir de nos personnages. Vous voyez qu'il y a les mêmes petits symboles que les symboles de personnages. Soit noir, si vous avez un magicien noir, vous pouvez, vos personnages, suivant la carte objectif de départ que vous avez, vos personnages sont soit noirs, soit blancs. Vous avez 2 noirs et 2 blancs. Donc pour augmenter le pouvoir d'un magicien,
Par exemple, si vous avez un magicien noir, vous utiliserez un dé noir, vous ne pourrez pas utiliser un dé blanc. Les dés peuvent vous servir également pour acquérir des objets magiques, pour acquérir des potions, ou pour avancer. Donc un dé de base de n'importe quelle sorte vous permet d'avancer de 2 cases dans votre donjon. Et un dé avec 3 bottes vous permet d'avancer de 3 cases. Lorsque vous avancez, eh bien, vous allez résoudre pour chaque salle les effets de la case. Donc vous avez des pièges qui vont vous faire perdre des points de vie. Vous avez des monstres à combattre, que vous allez combattre en fonction des pouvoirs que vous avez. Vous allez les vaincre avec ou sans dégâts. Des potions, des objets magiques que vous trouvez, des gemmes. Alors l'une des rares interactions avec les autres joueurs, c'est que lorsque vous trouvez un gemme, vous voyez qu'il y a une lettre. Si vous trouvez en premier le gemme C, les autres joueurs doivent tous barrer le gemme C, ils ne peuvent pas l'avoir. Quand vous êtes en solo, c'est la carte monstre de chaque niveau qui va vous dire vous barrez tel et tel gemme. Comme ça, vous ne pourrez plus les avoir. Pour la suite du jeu, ça représente un peu l'action qu'aurait fait l'autre joueur s'il avait trouvé le gemme en premier. Et puis, voilà, vous avez différentes choses qui vont se résoudre jusqu'à temps que vous arrivez au monstre. Vous combattez le monstre, vous combattez chaque monstre. En fonction de vos pouvoirs, vous avez des points. Et vous comptez tous vos points à la fin. Et celui qui a le plus de points de victoire a gagné le jeu. Voilà, donc quasiment pas de différence entre le solo et le multijoueur, si ce n'est cette histoire de gemmes. C'est un bon jeu avec beaucoup de choses à envisager au départ. C'est un peu difficile au niveau de la lecture des règles. On a l'impression qu'il y a plein de choses. Cette histoire de dés blancs, de dés noirs, il y a beaucoup de choses à envisager au départ. Mais en fait, dès qu'on a compris le truc, après, ça va. Si on n'y joue pas pendant un moment, on a un peu de mal à se souvenir des différentes choses. Il faut quand même se replonger un peu dans la règle. Mais bon, globalement, ça reste quand même simple. Et au niveau de la difficulté du jeu, par contre, je trouve qu'il est un peu facile. J'ai fait plusieurs parties et à chaque fois, j'ai combattu les 3 monstres. En général, j'avais assez de pouvoir pour avoir le maximum de points. Donc, il m'a paru un petit peu facile. Bon, cela dit, si vous y jouez avec des jeunes ou avec des grands débutants, ça peut être bien aussi que ce soit facile. Hein. C'est pas forcément toujours obligé d'avoir des jeux hyper compliqués. C'est la sensation que j'en ai eue. Mais voilà, c'est un très bon petit jeu de Dungeon Crawler qui a bien marché d'ailleurs dès sa sortie. Alors, dans un style très différent, je passe à 3 Dice. Alors, 3 Dice, c'est un jeu qui est en fait dérivé du jeu 3, que vous connaissez peut-être, qui est un jeu de plateau sur le thème médiéval, qui se passe à l'époque médiévale. Et donc, ils ont, à la suite de ça, également décliné ça en roll and write, en reprenant bien sûr le thème du jeu et un petit peu ses principes. Donc, c'est un jeu de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban, illustré par Alexandre Roche et qui est édité chez Pearl Games. Alors, vous allez voir, celui-ci, il est moins avenant, on va dire, que les 2 précédents que je vous ai montrés. Il est plus austère. Bon, il va avec aussi l'époque. Il a un petit fonctionnement original avec cette roue et ces tuiles, dont je vais vous parler rapidement. Ça, c'est une petite extension. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Et puis, vous avez donc le bloc de jeu qui est ici. Il est déjà un petit peu coché. Donc, ce bloc de jeu, en fait, se compose de 3 parties qui représentent les 3 ordres de l'époque médiévale, c'est-à-dire les nobles, le peuple et le clergé. Donc, on est vraiment dans le thème de l'époque. Et donc dessus, alors je ne vais pas vous détailler du tout, mais là-dessus, vous allez devoir cocher, si vous avez par exemple un dé jaune, un 5 jaune, vous pourrez cocher des cases dans la colonne 5 jaune. Sachant que vous allez en tout cocher 16 cases, puisque la partie se déroule en 8 jours ayant chacun 2 demi-journées, donc 8 fois 2, 16. Et à chaque tour, à chaque demi-journée, vous cochez une case avec un dé que vous avez choisi. Donc ça va très vite, vous ne pouvez pas tout cocher et vous devez, le jeu est vraiment stratégique, il faut que vous choisissiez un mode, une stratégie particulière et que vous essayez de vous y tenir jusqu'au bout si vous voulez marquer des points.
parce que c'est très difficile de marquer des points dans ce jeu. Et il est très stratégique, il n'est pas destiné à un public familial qui a juste envie de s'amuser. Donc, mais il est très intéressant parce qu'il fait vraiment travailler les neurones pour essayer de marquer des points. Et croyez-moi, c'est pas facile dans ce jeu. Donc, les points se marquent avec les petits peuples. Donc, on va compter à la fin chaque peuple qu'on a gagné en cochant des cases qui nous permettent de gagner des petits personnages. Et chaque peuple va compter un point. On aura également en fin de partie des points pour les ressources qui nous restent. On a des pièces, de la renommée pour les nobles et de la connaissance pour le clergé. Ressources qui vont également nous servir à modifier les valeurs des dés. Et puis, on peut gagner des cathédrales en cochant les cathédrales. Les cathédrales vont nous amener des bonus multiplicateurs du nombre de croix cochées dans les lignes en fonction de la cathédrale qu'on aura cochée. Je ne rentre pas plus en détail. Au niveau des dés, on a 4 dés, 3 translucides et un noir. Et on a cette petite roue. Alors, je vais quand même rapidement vous montrer comment fonctionne la roue. Donc, on a nos journées. Donc, vous voyez, cette petite roue commence au jour 1. Première demi-journée, deuxième demi-journée. Ensuite, on passe au jour 2. Pareil, etc. Donc, on va placer sur le jour 1 pour démarrer. Et on a des tuiles. On va placer aléatoirement. Donc ces tuiles ont 3 couleurs, rouge, jaune et blanc, et certaines sont de couleurs différentes sur chacune de leurs faces. Voilà, donc on les place aléatoirement autour au début du jeu, après on ne les touche plus. Et à notre tour, on va lancer tous les dés, donc tous les dés seront utilisables par tout le monde. Et on va placer nos dés dans l'ordre croissant, en partant de la première case après le numéro du jour. Voilà. Le dé noir bloque une case, en fait, donc on ne peut pas utiliser cette tuile ni ce dé à ce tour. Et on va donc pouvoir utiliser un 1 rouge, la tuile représentant la couleur du dé, un 1 rouge, un 5 blanc ou un 6 jaune. Ces dés vont être payants, donc si je veux utiliser le 1 blanc, ça ne me coûtera rien. Si je veux utiliser le 6 jaune, ça me coûtera par exemple 2 pièces. Donc il faut aussi penser à faire des ressources pour pouvoir acheter les dés qu'on veut. Comment faire des ressources? Eh bien, si je choisis le 6 jaune pour faire des ressources, je vais pouvoir cocher 6 pièces. Mais je peux également choisir le 6 jaune pour cocher une case dans le pavé 6 jaune. Les numéros ici, je ne vous en ai pas parlé, mais on peut les mettre aléatoirement ou on peut les mettre dans l'ordre, on peut les choisir, on peut faire comme on veut pour que ce ne soit pas toujours les mêmes colonnes qui soient dans les mêmes numéros. Ça se décide au début du jeu. Voilà, donc après, une fois que chacun a choisi et payé un dé et s'en est servi soit pour des ressources, soit pour cocher une case quelque part, eh bien, on passe à la deuxième demi-journée. Le dé noir nous fait retourner la tuile sur laquelle il se trouvait. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, les tuiles vont changer de couleur. Donc, ça va modifier les couleurs des dés. Et on passe à la deuxième demi-journée. On recommence, on lance tous les dés. Il y a un noir qui va nous empêcher d'utiliser une des tuiles. Et on va choisir parmi les 3 autres. Chaque joueur va choisir parmi les 3 autres dés disponibles. On avance comme ça au cours des 8 journées. Donc 8 fois 2, 16. 16 cases à cocher. Et au bout de la 16e case, on va compter les points. Avec nos bonus de cathédrale, avec le nombre de peuples et avec les ressources qui nous restent. Par pavé de, je sais plus, de 3 ressources, je crois. On gagne un point. Et on va compter nos points de victoire. Je ne rentre pas plus dans les détails là encore. Si vous le souhaitez, je vous ferai une partie. Mais sachez que donc c'est... Alors pour le coup, autant je disais que Paper Dungeon était facile. Là, celui-ci est vraiment difficile. Très difficile de marquer beaucoup de points. Souvent, on entame une stratégie et on est bloqué. Parce que je ne vous ai pas dit, mais à partir du 3e tour, c'est-à-dire à partir du 3e jour de jeu, le dé noir, si par exemple le dé noir tombe sur une tuile jaune, on va pas simplement écarter la tuile, mais on va rayer la case 6 jaune. Donc vous ne pourrez plus cocher de cases dans cette zone. Donc petit à petit, à partir du 3e jour, il y a en plus des zones qui vont disparaître. Donc vous étiez parti sur une stratégie et puis finalement vous ne pouvez pas la faire parce que vous êtes bloqué. Donc vraiment pas facile.
Et pas quelque chose qu'on va jouer comme ça en discutant ou avec des enfants. Ou voilà, on va vraiment être sur un jeu où il faut se concentrer, il faut être stratégique, il faut aimer les jeux un petit peu austères, où il n'y a pas beaucoup de décoration. Mais c'est un très bon jeu, hein, mais difficile à ne pas mettre entre toutes les mains, je pense. On poursuit avec Imperial Settlers Roll and Write, un jeu qui lui aussi est dérivé d'un jeu de société plus important qui s'appelle Imperial Settlers, où il s'agit de construire des empires avec différents peuples, beaucoup d'extensions d'ailleurs de différents peuples dans ce jeu. Et ici donc ça a été décliné en Roll and Write. C'est un jeu de Ignacy Trzewiczek, grand auteur de jeux de société. Il en a beaucoup à son actif, de très bons. Pour 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, toujours 30 minutes de partie, et c'est édité par Yellow. Alors, Imperial Settlers Roll and Write, c'est très facile à expliquer. La règle du jeu, vous allez voir, est très courte. Voilà, elle tient vraiment en peu de pages, et on sait très vite comment ça se passe. Le but du jeu, en fait, c'est de récolter des ressources pour construire des bâtiments. Et ces bâtiments nous permettant eux-mêmes d'avoir des ressources pour reconstruire d'autres bâtiments et faire le plus de points possible, bien sûr, avant la fin de la partie. Donc, vous voyez la règle du jeu très rapide. Je parlerai du mode solo ensuite. Donc, comment ça va se présenter? Eh bien, on a une grande feuille à cocher. Donc, vous voyez que sur cette feuille, vous avez alors ce qu'ils appellent des bâtiments. Donc, au niveau des illustrations, c'est assez sommaire parce que ça va être des bâtiments en pierre, en bois, des bâtiments qui contiennent des pommes. Hein. Le thème n'est pas forcément complètement rendu, mais voilà, on va devoir cocher des cases et plus on aura de cases cochées en partant de la gauche, la dernière case cochée nous rapportera les étoiles correspondantes. Voilà. Donc si par exemple je termine ma ligne de pierre, j'aurai 23 points, puisqu'on a des bonus supplémentaires lorsqu'on construit la ligne entière. Donc avec des pierres, avec des bois. Donc s'il y a 2 bois dans une case, je dois avoir 2 bois pour pouvoir cocher cette case. Des pommes et puis des cases où il n'y a pas forcément de ressources. Donc vous pouvez la cocher sans avoir une ressource, mais elles vont vous permettre de débloquer des ponts qui vont aller vers des champs où vous allez pouvoir aussi récolter des ressources. Donc les ressources, vous allez les avoir soit en récoltant dans les champs, soit bien sûr en premier. Alors je récupère mes dés. Donc à chaque tour, le joueur actif va lancer les dés. Et tous les joueurs vont pouvoir utiliser tous les dés. Donc ce dé-là représente le nombre d'actions que vous pouvez faire ou le nombre d'ouvriers que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire concrètement ici le nombre de cases que vous pouvez cocher à ce tour. Et puis les ressources que vous pouvez utiliser. Donc ici 2 bois, 1 pierre, vous avez aussi des pommes et des pièces qui sont des jokers qui vous permettent de le transformer en n'importe quelle ressource. Donc vous voyez que ici par exemple vous avez 4 actions à faire et vous n'avez que 3 ressources puisqu'il n'y a que 4 dés, mais vous avez, comme je vous le disais, des cases qui n'ont pas de ressources, donc que vous pouvez cocher, qui vont représenter une action. Chaque fois que vous faites une croix, c'est une action. Si vous faites une croix dans un champ pour récolter un bois, c'est une action. Donc si vous voulez cocher la case bois ici, il faut d'abord faire une action pour prendre le bois et une action pour cocher la case. Voilà le principe. Donc vous avez votre petit bloc principal et vous avez un petit bloc secondaire avec des petits bâtiments. Donc pareil pour tous les joueurs, hein, c'est le même bloc et la même feuille pour tous, avec des petits bâtiments où là aussi vous pouvez cocher des cases et ces petits bâtiments vont vous rapporter des ressources ou des actions supplémentaires ou des étoiles en fin de partie également. Voilà, donc chacune va vous rapporter des choses. Donc chaque fois que vous avez complété l'ensemble des cases du bâtiment, vous pouvez acquérir sa capacité à chaque tour, une fois à chaque tour. Donc vous voyez que c'est une sorte de moteur, une sorte d'engine building, de moteur qui va se construire au fur et à mesure parce que plus vous aurez de bâtiments, plus vous aurez coché de cases et plus vous aurez droit à de nouvelles ressources et à pouvoir les inscrire sur votre bloc, sachant que vous êtes limité par le nombre d'actions mais que vous pouvez aussi gagner des actions supplémentaires. Il y a aussi des petites cartes, donc en début de partie on a 3 petites tuiles faveur qui sont piochées au hasard.
Et à chaque tour, chaque joueur va pouvoir choisir une tuile qu'il va pouvoir utiliser en plus. Donc c'est soit gagner une ressource, soit avoir une action de plus, etc. Voilà, qui vous donne encore des possibilités supplémentaires. Sachant que quand on joue à plusieurs, le premier joueur va prendre une tuile et donc le deuxième joueur n'aura plus le choix. Il sera obligé de faire avec les tuiles qui restent. Quand on joue en solo, on tire 3 tuiles dès le départ et à chaque manche, on peut choisir la tuile des 3 qu'on veut. Un petit peu plus de choix de ce côté-là. J'ai oublié de vous dire, mais donc il y a 10 manches. Hein, donc on va lancer 10 fois les dés et 10 fois cocher nos actions. Et au bout de la 10e manche, on va compter les points. Donc les points des bâtiments, les points qu'on aura accumulés avec d'autres petits combos qu'il y a sur les cartes, sur les petits blocs de bâtiments. Je vous en parle pas ici, mais si vous le souhaitez, je vous expliquerai ça en détail dans une partie. Et puis, on va compter le nombre d'étoiles à la fin. Alors, en ce qui concerne le mode solo, très bonne surprise dans ce jeu, puisqu'ils ont rajouté un petit bloc. Donc, à la place d'utiliser le bloc de feuilles classique, qui est le même pour tous les joueurs quand on joue à plusieurs joueurs, ils ont rajouté un mode campagne qui est spécifique pour le solo avec un petit bloc. Donc, quand on joue en solo, on utilise celui-ci avec le grand bloc. Et celui-ci, eh bien, il a des feuilles toutes différentes. C'est-à-dire qu'à chaque partie que vous allez faire, vous allez changer de bâtiment avec des capacités différentes. Donc, il va falloir adapter votre stratégie avec les bâtiments que vous avez qui vous permettront d'avoir des ressources particulières à chaque fois lorsque vous avez fini de les cocher. Et donc, vous ne jouerez pas forcément de la même façon, vous ne cocherez pas forcément les mêmes cases ici lorsque vous jouerez avec telle ou telle feuille suivant les parties. Voilà, donc vous avez feuillet d'aventure numéro 1, feuillet d'aventure numéro 2, etc. Et tout le bloc, ce sont des feuilles différentes. Donc, vous voyez que vous avez un certain nombre de parties en perspective. Et ça, je trouve c'est génial d'avoir fait un mode solo vraiment spécifique pour les joueurs solo avec un bloc. En plus de ça, fabriquer un bloc avec que des feuilles différentes, ça doit être un certain coût, je pense, au niveau de la fabrication. Donc, très bonne initiative qui est vraiment sympathique. Voilà, donc pour jouer en solo, donc vous allez jouer à chaque fois une partie différente. Voilà, puis à la fin, vous avez un petit tableau avec qui vous dit, voilà, tableau d'honneur qui vous dit où vous en êtes dans votre progression pour les joueurs solo. Alors simplement, la seule chose avec ce jeu, c'est qu'il faut vraiment une bonne mémoire et une grande concentration. Il n'est pas difficile à apprendre, mais par contre, lorsque vous allez faire vos actions, donc vous avez, mettons, 5 actions à faire, vous allez commencer à cocher une autre case qui va peut-être vous débloquer une capacité, donc vous allez gagner une ressource que vous allez devoir mettre avant de continuer à cocher vos actions, puisqu'il y a tout un déboulement de combos qui font que vous allez gagner des ressources au cours du jeu. Et donc, si vous n'êtes pas absolument vigilant sur là où vous en êtes dans le comptage de vos actions, là où vous en êtes dans la récupération de vos ressources, parce qu'à chaque tour, vous avez le droit de récupérer une fois la capacité des bâtiments que vous avez cochés. Et parfois, on en oublie parce qu'on est fixé sur une stratégie et on oublie qu'on a aussi le droit de faire telle ou telle chose. Donc, il faut vraiment être très, très, très concentré dans ce jeu. Si votre téléphone sonne alors que vous êtes à la moitié de vos actions, il est certain que vous ne vous souviendrez pas ce que vous deviez faire lorsque vous raccrochez. Donc, il faut vraiment être concentré. Ça ne dure pas longtemps, mais il faut être concentré. Il faut vraiment monopoliser sa mémoire parce que sinon, on perd des ressources ou on perd des actions auxquelles on avait droit. Donc très important, jeu qui nécessite une grande concentration. Voilà, autrement il est vraiment pas difficile à apprendre et il est très sympathique parce que quand il y a des combos qui s'enchaînent comme ça toujours, c'est toujours très sympa. Alors, on passe à Fleet the Dice Game. Alors, Fleet the Dice Game, c'est un jeu de Benjamin Pinchback et Matthew Riddle. Alors, il est édité à l'origine par Eagle Gryphon Games, qui est l'éditeur qui édite aussi les jeux de Vital Lacerda. Pour ceux qui connaissent, des jeux très experts pour le coup. Et donc, ces jeux étaient localisés en France par Rune Édition. Et ce jeu notamment donc, a été imprimé en français. Il a été assez vite en rupture de stock. Et à ce jour, Rune Édition n'édite plus ce jeu en français. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de version française, il est toujours trouvable en anglais, bien entendu, mais en français, on ne le trouve plus, sauf occasion. Mais à ce jour,
il n'est pas disponible. Donc, le sera-t-il à nouveau? Je ne sais pas. En tout cas, ça vaudrait le coup parce que c'est un très bon jeu également. Donc, c'est un jeu qui est à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes et pour 1 à 4 joueurs. Alors, on va voir tout de suite comment ça se présente. Alors, la règle du jeu en anglais. Alors, vous pouvez trouver la règle du jeu en français qui est téléchargeable toujours en PDF sur le site de Rune Édition. Donc, au pire, si vous l'achetez en anglais et que vous avez un petit peu de mal avec l'anglais, vous pouvez télécharger la règle du jeu en français et puis jouer, bien sûr, avec le bloc anglais. Mais bon, ça se comprend assez facilement, hein, c'est pas trop un souci. Alors, donc, on a 2 blocs. Voilà, donc une grande table à cocher, 2 blocs. Donc le thème du jeu, comme vous avez pu le voir un petit peu sur la couverture, c'est la pêche. Donc vous allez acquérir des bateaux de pêche et pêcher différents animaux marins. Vous allez pouvoir aussi acquérir des bâtiments particuliers que vous apportez des combos ou des points en fin de partie, puisque là encore on doit marquer le maximum de points. Donc un jeu sur le thème de la pêche, qui ne plaira pas forcément aux gens qui sont véganes, mais vous allez voir qu'après, le deuxième jeu que je vais vous présenter, lui, sera plus adapté à ceux qui n'aiment pas ni la chasse ni la pêche. Ce qui est un thème, c'est vrai, qui peut être difficile pour certains. Donc, comment ça va se jouer? On a des dés. Je récupère mes petits dés. Donc, on a des dés bateaux, ce qu'ils appellent, avec tous les animaux marins qu'on peut pêcher, et des pièces également. Et puis on a des dés bâtiments avec le port, le marché et puis le quai sur lequel on va pouvoir récupérer différents bâtiments qui vont nous faire soit des points de vie, soit nous donner des pièces, ou nous donner différentes petites choses. Donc il va y avoir différentes phases de jeu. Donc ici on a la partie animaux marins. Donc on va cocher toujours du haut vers le bas lorsqu'on aura différentes choses sur les dés. Par exemple, si on veut choisir un homard, on va cocher en partant du haut. À partir du moment où on a license, c'est un permis. Donc si on coche un permis, on va pouvoir cocher un permis ici. Donc les permis bateaux vont nous donner différentes capacités, vont nous faire gagner des pièces à chaque tour. Voilà, donc différentes choses qu'on va pouvoir récupérer à chaque fois. Boat, ça nous donnera le droit de cocher un bateau. Donc petit à petit, plus on va descendre et plus on va cocher des permis, des bateaux. Toujours pareil, on ne peut pas tout cocher dans le jeu, hein, donc il va falloir choisir. Il y a 8 ou 10 manches suivant le nombre de joueurs. 8 manches quand on joue en solo. Donc on va devoir faire des choix et stratégiquement se décider, moi je vais plus aller vers les bateaux, je vais plus aller vers les bâtiments qui vont me donner des points de vie en fin de partie. Bref, il faut choisir. Et déterminer dès le départ un petit peu vers quoi on va s'orienter. Donc à chaque tour, on va lancer, il va y avoir 3 phases. Une phase où on va lancer les dés bateaux et on va avancer sur ces pistes-là et récupérer des bateaux, des permis, etc. Et puis une phase où on lance des dés bâtiments et où on va pouvoir récupérer des bâtiments, des bateaux du port qui vont nous apporter d'autres capacités. Et puis, une fois sur 2, il y aura une phase pêche où tous les bateaux qu'on aura à notre disposition, c'est-à-dire qu'on aura coché grâce aux cases en dessus, vont nous rapporter des poissons. Donc petit à petit, on va aussi colorier nos poissons dans nos bateaux lors de la phase pêche. Et en fin de partie, tous les bateaux qui sont pleins, je vais vous montrer un petit peu de plus près parce que voilà, tous les bateaux qui sont pleins vont nous rapporter également des points de victoire. Vous voyez, un point de victoire, un point de victoire. Donc vous avez des bateaux à poissons, des bateaux à huîtres avec des casiers derrière. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à cocher et seulement 8 tours. Hein. Donc là encore, on ne pourra pas tout cocher. Il faudra faire des choix. Vous voyez ici, là, petite page avec le marché, avec ici si vous avez le casino par exemple, vous pouvez relancer le dé de votre choix et puis vous gagnez 2 points de vie en fin de partie. Le buffet, si vous cochez un de ces animaux, si vous en avez coché un, vous avez 1 point de vie, 2, 3 points de vie et jusqu'à 5, 15 points de vie. Donc si vous les cochez ici, vous les cocherez pas là, donc vous en échange vous gagnerez pas forcément de bateau pour continuer à pêcher. Donc bref, il faut décider, il faut faire ses choix.
et essayer de trouver des stratégies pour obtenir le maximum de points. En solo, donc on n'utilise pas tous les dés, hein, le nombre de dés dépend du nombre de joueurs. En solo, l'automa va simplement nous embêter. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, l'automa, il y a un petit cube qui va représenter l'automa qu'on va déplacer à chaque fois de case en case à chaque tour. Donc, le premier coup, il sera sur les crevettes et il va cocher des cases crevettes en partant du bas, toujours. Donc, l'automa va commencer à cocher des cases en partant du bas qui vont petit à petit nous bloquer parce que si par exemple je ne pourrais plus, s'il monte jusqu'à là, récupérer ce bateau. Donc petit à petit il va nous bloquer et nous empêcher de faire certains choix. Pareil sur la piste ici, il va se déplacer à chaque tour et à chaque tour il va pouvoir bloquer tel ou tel bâtiment. Une fois qu'il est bloqué, vous n'aurez plus accès à ce bâtiment. Voilà, en gros, le fonctionnement. Donc, bon, ça paraît un petit peu, pareil, austère comme feuille, et puis rébarbatif parce qu'il y a beaucoup de cases. Mais franchement, une fois qu'on sait y jouer, alors, pareil, un peu difficile de bien maîtriser la règle. Hein. La première fois qu'on va jouer, on va avoir un peu tendance à s'y référer souvent. Mais bon, une fois qu'on a compris le principe, ça roule très bien. Seule chose, parfois, qui laisse quelques petites incertitudes, c'est au niveau du fonctionnement de l'automa. Parce qu'on vous dit, si toutes les cases sont cochées dans la ligne où l'automa doit normalement cocher, il doit passer dans la ligne d'à côté. Il y a tout un code pour ça. Et par moment, il y a des fois, on a un peu de doute en se disant, est-ce que vraiment c'est cette case-là que je dois cocher pour l'automa ? Donc c'est la seule chose qui d'ailleurs a été réglée dans le jeu que je vais vous présenter après, où là l'automa fonctionne parfaitement. Jeu qui est des mêmes auteurs sur un autre thème qu'on va voir tout de suite. Dernière chose que je ne vous ai pas dite, c'est que vous avez des cartes supplémentaires que je n'ai pas encore ouvertes, voilà, avec des petites capacité spéciale qu'on va avoir en début de partie pour rendre le jeu asymétrique et que chacun ne démarre pas avec les mêmes capacités. Voilà pour Fleet the Dice Game. Donc très bon jeu là aussi, très intéressant pour des joueurs qui ont un petit peu envie de se casser la tête, mais pas un jeu qu'on va sortir pour discuter entre amis et cocher des cases en même temps. Voilà, il faut quand même être concentré sur ce qu'on fait, sur sa stratégie et un petit peu comme tous les jeux que je vous présente dans cette deuxième partie. Three Sisters, donc c'est le deuxième jeu de Ben Pinchback et Matt Riddles, donc je voulais vous parler. Donc celui-ci n'est pas édité en France du tout pour le moment, il ne l'a jamais été puisqu'il a été en financement participatif il n'y a pas très longtemps. Il est sorti aux États-Unis, il est en anglais donc, mais il n'est toujours pas encore sorti en France. Je pense qu'il y a des chances qu'il sorte en France parce que c'est un très bon jeu qui est très bien coté outre-Atlantique, donc je pense qu'il sera certainement édité et du coup peut-être aussi Fleet the Dice Game, je l'espère à nouveau. Donc c'est un jeu comme Fleet the Dice Game qui est de 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes. On vous indique un petit peu plus long. Parce qu'il a un système, lui, un petit peu différent au niveau des dés, avec un petit plateau supplémentaire, vous allez voir. On va regarder ça tout de suite. Donc, il se présente, alors quand même, il a beaucoup de similitudes avec Fleet the Dice Game, c'est-à-dire qu'on va avoir encore 2 blocs. Voilà, sauf que là, on est sur le thème du jardin, du potager, du verger, comme je vous disais tout à l'heure, donc plus pour les gens qui n'aiment pas la pêche et la chasse. Ici, vous retrouverez plus votre bonheur. Donc toujours 2 blocs. Et pourquoi Three Sisters? Eh bien parce qu'en fait, on vous dit en introduction de la règle que certains peuples, certaines tribus indigènes avaient l'habitude d'utiliser cette règle des 3 sœurs, c'est-à-dire de planter ensemble 3 plantes qui s'entraident à pousser et qui vont permettre d'avoir un potager qui n'aura pas de maladie ni de parasites. Et donc, ils plantaient du maïs, des haricots et des citrouilles. Le maïs servant de tuteur pour les haricots et les citrouilles poussant au ras du sol, donc empêcher les mauvaises herbes et les parasites de venir au pied des autres plantes. Voilà, donc c'était une combinaison de 3 plantes qui marchaient très bien ensemble, qui se nourrissaient aussi mutuellement. Donc voilà pourquoi Three Sisters, qui peut être un titre un peu intriguant effectivement pour ce jeu. Donc 2 blocs.
comme dans Fleet the Dice Game. Donc beaucoup de choses un petit peu qui se ressemblent, mais tout en ayant beaucoup de choses aussi novatrices dedans. Donc on va cocher ici les cases en partant du bas, et non pas comme dans Fleet. Donc parce qu'on va représenter, en fait thématiquement ça se représente bien, parce qu'on va, ici on a la partie potager, donc on va planter notre maïs, nos haricots et nos citrouilles. Le maïs, ce sont les plus grandes lignes, colonnes plutôt. Les haricots, donc qui s'adossent au maïs, et puis les citrouilles qu'on retrouve ici. Donc à chaque fois qu'on va compléter une colonne entière, on aura les points en fin de partie. Chaque fois qu'on va commencer à planter un maïs, quand on en sera à sa deuxième case, c'est-à-dire qu'il aura commencé un petit peu à pousser, on pourra commencer à planter le haricot à côté. Donc aussi très thématique, hein. On ne peut pas planter de haricots tant que le maïs n'a pas un petit peu commencé à pousser. Et puis, chaque citrouille aussi va nous rapporter des récoltes qu'on va pouvoir utiliser sur différentes autres cases. Donc, on a un potager, on a un jardin de fleurs avec différentes fleurs qui chacune aussi, si on complète la colonne, vont nous rapporter des points de fin de victoire, mais qui vont aussi en cours de route nous rapporter plein de petits combos. Un verger, une ruche, qui elle aussi rapporte pas mal de points. Un hangar avec des outils de jardin. Donc là aussi, on va pouvoir cocher certains bâtiments comme dans Fleet pour des bâtiments qui vont nous rapporter soit des points en fin de partie, soit différentes capacités en cours du jeu. Un petit pavé avec les marchandises et à chaque fois qu'on arrive à une étoile, on aura aussi droit à des actions supplémentaires. Le compost, bref, différentes choses. Alors, vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de cases, que là encore, on ne peut pas tout cocher. Il va falloir faire des choix. Plus si on se concentre sur développer notre potager, plus si on se concentre sur beaucoup aller dans la ruche, qui va nous rapporter beaucoup de combos aussi sur des fruits ou des fleurs, etc. Certaines fleurs vont nous rapporter beaucoup de points de victoire en fin de partie, mais n'auront pas trop d'intérêt en cours de cochage. Pour d'autres, elles vont avoir on va pouvoir gagner, par exemple avec celle-ci, beaucoup de fruits. À chaque fois qu'on va cocher une case, on obtiendra un fruit. Fruits qui eux-mêmes nous apportent d'autres combos. Bref, au bout d'un certain temps, on coche énormément de cases en un tour. Et c'est ça qui est toujours très satisfaisant dans les jeux où il y a beaucoup de combos comme ça. Alors, comment ça va marcher avec les dés? Donc ici, les dés n'ont pas de dessin de bateau ou de poisson comme on pouvait avoir dans l'autre. Ce sont des numéros. On a simplement la citrouille qui représente le 1 pour rester dans le thème. Et puis, vous voyez, couleur citrouille, les dés. Et comment ça va marcher pour les dés? Alors, on a un petit plateau. Donc ça, c'est différent. C'est nouveau par rapport à Fleet. On a la fermière, Edith. On a aussi un petit jeton de premier joueur, qui est une citrouille. Et donc, Edith, la fermière, va se placer au début du jeu ici. Et ça va être une roue d'action, en fait, qui va nous déterminer les actions qu'on va pouvoir faire à chaque tour. Ici, on a les rounds, les manches. Donc, vous voyez qu'il y a 8 manches. À la fin de chaque manche, il va se passer certains événements. Ici, par exemple, il va pleuvoir. Quand il va pleuvoir, on va pouvoir cocher une case sur tout le haut des colonnes qu'on a déjà commencé à cocher. Si ici j'ai 3 cases, et bien quand il va pleuvoir, je vais pouvoir cocher la 4e. Et comme ça, sur le haut de toutes nos colonnes, ce qui est encore très thématique, puisqu'on va, quand il pleut, hein, on va faire pousser toutes nos plantes un petit peu vers le haut. Donc ça, c'est très bien vu, c'est très bien fait. Et au niveau des dés, donc on va lancer les dés. Alors le nombre de dés dépend encore une fois du nombre de joueurs. Et si je suis par exemple à 2 joueurs, donc je vais lancer mes dés. Et on va placer les dés à partir de la position de la fermière, dans l'ordre croissant. Alors là, on retrouve un petit peu la même chose que dans 3 dice. C'est-à-dire qu'on va les placer comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est une action, ça c'est une action. Alors, il y a différentes actions. Il y a planter ou arroser. Il y a le moment où vous pouvez aller dans le hangar chercher des outils. Vous avez le compost. Vous pouvez prendre un compost et 4 récoltes. Ici, vous pouvez aller dans le verger. Ici, vous pouvez à nouveau aller dans le hangar. Et ici, vous faites le marché, puisqu'il y a un marché où vous pouvez récolter différentes actions. En fonction des marchandises que vous avez ici. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais beaucoup de différents combos à apprendre aussi au début.
avant de pouvoir commencer à jouer. Donc une fois que vous avez placé vos dés, eh bien chaque joueur à son tour va choisir un dé. Donc si par exemple il choisit le 3 sur Plant or Water, il va pouvoir planter dans son potager dans la zone 3. Donc vous voyez qu'ici les zones sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la valeur du dé va représenter la zone dans laquelle il peut planter. Et puis donc il va faire son action de planter. Je ne vous détaille pas, il y a plusieurs actions à faire pendant le tour. Mais une fois que le dé est pris, par contre, l'autre joueur ne peut pas prendre ce dé. Il doit prendre un autre dé. Ensuite, il restera 2 dés si on a 2 joueurs. Et les joueurs prennent l'un des 3e dés en commun pour chacun cocher quelque chose sur leur feuille. Bref, voilà un petit peu le fonctionnement. Et à chaque fois, on va placer le fermier Edit sur la case suivante de celle où est placé le dernier dé. Et donc, la prochaine fois qu'on va lancer les dés, eh bien, on partira de cette case-là pour recommencer à les placer. Ce qui fait qu'on tourne régulièrement autour de la roue et on peut accéder à des actions différentes qui vont se placer dans des parties différentes de notre potager et de nos blocs. Puis à chaque fois, on avance le petit jeton d'une manche jusqu'à arriver à la manche 8, à la fin de laquelle on va compter les points. Voilà. Bon, c'est difficile d'en expliquer plus. Quand on est en solo, c'est le même principe que dans Fleet, c'est-à-dire que on va avoir notre automat qui va tourner également autour de la roue, récupérer des dés et nous empêcher de faire certaines actions en nous barrant en fait des zones. Donc petit à petit, il y a des zones qui vont être barrées. Il barrera soit une citrouille, soit un maïs et vous ne pourrez plus accéder à ces parties-là du potager. Donc il va simplement vous empêcher de jouer. Il va vous empêcher de jouer également au niveau du hangar où petit à petit il va prendre des places sur certains matériels. Voilà donc pour Three Sisters. Donc c'est dans le même esprit que Fleet de Dice Game, avec je trouve un peu des améliorations au niveau du fonctionnement de l'automa qui est plus clair. Enfin on sait vraiment pour le coup où est-ce qu'on doit cocher telle chose pour l'automa. Il n'y a pas des petites incertitudes comme il y avait parfois dans Fleet. Et au niveau de la difficulté d'apprentissage, c'est à peu près la même, parce qu'il faut quand même un petit peu se pencher dans les règles pour voir bien comment tout fonctionne. Par contre, au niveau de la difficulté du jeu lui-même, je trouve que c'est un peu plus facile d'avoir des points. Enfin, dans les parties que j'ai faites, j'ai obtenu des scores plus importants et un classement meilleur, puisqu'il y a aussi un classement, je ne vous ai pas montré, mais il y a un classement pour savoir où vous en êtes. Et donc j'ai réussi à obtenir à chaque fois quand même des relativement bons scores, ce qui n'était pas le cas dans Fleet. Donc il semblerait que globalement il soit un petit peu plus facile, quand même peut-être un peu plus accessible, un peu plus familial, même au niveau du thème, peut-être que Fleet the Dice Game. Voilà. Mais ça reste 2 jeux qui sont quand même relativement très proches et que je trouve qu'ils sont des très très bons petits jeux de roll and write. Alors, Dinosaur Island Roll and Write est un jeu qui est décliné du jeu de plateau Dinosaur Island. C'est un jeu, alors là, qui est en toute avant-première aussi, puisque actuellement il est encore qu'en anglais. Il est édité par Pandasaurus Games. C'est un jeu de Brian Lewis, David McGregor et Marissa Misura. Il est édité uniquement en anglais, mais j'ai entendu dire que Catch Up Games le localise en français. Et c'est imminent puisque ça va être théoriquement en septembre 2022, pour ceux qui regarderaient cette vidéo plus tard. Donc normalement, il ne devrait pas tarder, en tout cas avant la fin de l'année. Donc ça vaut le coup de vous le présenter. Alors c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 30 à 45 minutes, un petit peu plus long, et à partir de 10 ans. Alors, c'est une grosse boîte, donc sur le thème des dinosaures, et le but va être de créer, comme dans le jeu original, un parc d'attractions sur le thème des dinosaures. Et comme ces dinosaures n'existent plus, eh bien, vous avez récupéré des brins d'ADN et vous allez pouvoir faire renaître des dinosaures que vous allez pouvoir placer dans votre parc afin d'attirer le maximum de visiteurs et de gagner le maximum de points de victoire avant la fin de la partie. Donc, voilà la règle. Alors, il y a 2 blocs
comme dans les jeux que je vous ai présentés auparavant. Donc là aussi, beaucoup de choses à cocher. On ne peut pas tout faire. Là aussi, il va falloir faire des choix. Vous avez différentes parties. Donc vous avez le parc. Donc vous allez construire des bâtiments et des enclos de dinosaures sur votre parc. Ces enclos, donc ces bâtiments vont avoir des formes de polyomino. Hein. Donc vous avez des entrées, des sorties. Vous devez essayer de relier les bâtiments avec des routes. Vous allez également construire des routes pour les relier. Il va falloir essayer de faire les plus grands parcours possibles avec des bâtiments, des routes et essayer de rejoindre des sorties qui vous apporteront des points en fin de partie. Vous avez la partie ADN, donc vous allez devoir récolter des brins d'ADN pour fabriquer ensuite avec ces brins des dinosaures de différentes sortes, donc brachiosaures, vélociraptors, etc. Chaque fois que vous allez faire naître un dinosaure, vous allez construire son enclos sur votre parc, donc les enclos aussi ont des formes particulières. Vous allez avoir plusieurs dinosaures dans un enclos. Les dinosaures et les herbivores ne seront pas dangereux, mais à partir des carnivores, vous allez avoir des points de dégâts. Donc, vous allez devoir avoir des gardiens et de la sécurité pour pouvoir assurer la sécurité dans votre parc. Donc, il va falloir aussi faire attention à acquérir des points de sécurité. Vous pouvez construire d'autres bâtiments, donc des magasins, des restaurants, des manèges qui vont vous apporter aussi des capacités en cours de route en fonction du nombre que vous aurez. Vous allez recruter du personnel, donc dans différentes catégories de personnel, des scientifiques, des gardiens, qui vont vous permettre d'avoir également des capacités nouvelles en cours de jeu. Vous allez avoir une piste de satisfaction. Donc régulièrement au cours du jeu, vous allez plusieurs fois faire le tour de votre parc à vos visiteurs par le plus long chemin possible pour gagner des points. Et en fonction de tout ça, vous aurez des points de satisfaction qui vont eux-mêmes vous apporter de l'ADN, des pièces ou de la sécurité. Et puis, si vous avez une piste, si vous avez des dégâts et pas assez de sécurité pour assurer les dangers, eh bien dans ce cas, vous aurez des points en moins. Vous devrez rayer, détruire certaines choses que vous avez construites à chaque tour si vous n'avez pas assez de sécurité dans le parc. Et puis ici, votre décompte de points. Alors, en plus de ça, vous avez un petit plateau qui va venir se mettre avec des cartes. Au niveau des dés, donc ce sont des dés où on retrouve des ressources, alors d'ADN principalement, hein, beaucoup d'ADN. Donc il y a beaucoup de dés. On ne va pas avoir accès à tous à chaque fois. Ça va être aléatoire. Donc des brins d'ADN, des pièces, des bâtiments. Et donc tous ces dés vont être dans ce petit sac. Et à chaque tour, on va en choisir aléatoirement un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Et on lancera uniquement les dés qu'on aura sortis du sac. Donc à chaque tour, on ne lancera pas les mêmes dés. Il y a une certaine variété. Et qu'est-ce qu'on va donc faire avec ces dés? Alors, je vais pousser un petit peu tout ça. On va pouvoir, dans un premier temps, alors on sélectionne des dés que l'autre joueur n'aura plus. Hein. Donc, si je prends celui-ci, bah, l'autre n'aura plus qu'accès à tout ce qui reste. Donc, on va drafter chacun à son tour des dés et dont on va utiliser les propriétés. Donc, soit si on a de l'ADN, bah, on va venir cocher de l'ADN sur nos cases ou des pièces ou des boutiques. Ça, c'est la première partie, donc utiliser ce qu'il y a sur les dés. Et deuxième partie, avec les 2 dés qu'on a draftés, on va pouvoir faire 2 actions qu'on va venir mettre sur notre petit plateau. Donc, je peux choisir parmi différentes actions à chaque tour. Fabriquer des dinosaures, si j'ai assez d'ADN. Récupérer des pièces ou de la sécurité. Récupérer de l'ADN directement. Gagner 2 fois ce qu'il y a sur la face de mon dé. Ou construire des routes ou des boutiques. À chaque tour, on peut aussi échanger des pièces contre différentes choses. Voilà, donc deux choses à faire à votre tour. Utiliser les ressources sur les dés et puis faire 2 actions. Dernière chose, les cartes. Donc on a des cartes, on a donc des spécialistes et des bâtiments de base. Et puis à chaque jeu, on va venir prendre aléatoirement 3 cartes de spécialistes et 3 cartes de bâtiments qu'on va placer à côté de notre plateau, ici, 3 bâtiments et 3 spécialistes.
Voilà, je ne sais pas si ça rentre, mais vous comprenez le principe. Et donc, on pourra, en plus d'acquérir les spécialistes qu'il y a sur notre feuille, on pourra également acquérir 3 spécialistes avec des pièces, bien sûr, il faut les payer, parmi ceux qui sont présents sur les cartes. Donc, ils seront toujours différents à chaque partie. Et puis, on pourra construire des bâtiments aussi différents, avec des formes qui sont indiquées ici. Et donc, chacune des cartes va avoir des capacités, va vous rapporter des capacités et des points de victoire particuliers, suivant les cartes. Voilà, donc ça, c'est ce qui va différer dans chaque partie. Au niveau du solo, c'est comme dans les 2 jeux précédents que je vous ai présentés, simplement, l'automa va vous embêter et vous empêcher de faire certaines actions. Donc, il y a des cartes pour le solo. Voilà, avec d'une part, d'un côté, des objectifs. Donc, en début de partie, vous allez en prendre 3 qui seront des objectifs particuliers que vous devez faire. Par exemple, ici, faire 4 magasins de vêtements ou de construire un paddock de chaque sorte de dinosaure pour vous donner un petit peu une mission quand vous êtes seul pour un petit peu faire un mode un mini-campagne. Et puis ensuite, vous utilisez les cartes pendant le jeu de l'autre sens. Et à chaque fois que vous allez lancer les dés, vous allez les placer en ligne aléatoirement, les dés que vous avez lancés, et il va prendre le 2e dé pour le mettre sur l'action dinosaure, et puis le 2e, et puis le 6e dé pour le mettre sur l'action route. Donc ces 2 actions ne vous seront plus accessibles, ou elles le sont, mais dans certaines conditions, vous devez perdre des points de sécurité. Donc voilà, donc l'automa vient simplement vous embêter et vous prendre des dés aussi, puisque les 2 dés qu'il a sélectionnés, bah, vous ne pourrez pas vous les choisir pour les ressources qu'elle comporte. Voilà, c'est expliqué rapidement. Bon, c'est un peu aussi complexe de se mettre dans ces règles. Elles sont importantes, hein. Il y a quand même 20 pages, donc bien faite par contre, très claire avec beaucoup de dessins. Mais bon, faut un petit peu se concentrer, se pencher dessus quand même pour arriver, pour des débutants, des gens qui jouent pas souvent, à comprendre un peu tous les éléments du jeu. Mais pareil, une fois qu'on y joue, après ça devient très très fluide et il n'y a pas de problème. Donc, très bon jeu de roll and ride sur le thème des dinosaures qui normalement devrait bientôt être accessible en français. Le dernier, alors sur un thème plus sérieux et austère, un petit peu comme 3 dice, vous allez voir c'est différent, déjà c'est une grosse boîte. C'est Rum and Roll. Alors c'est un jeu édité par Super Meeple en France, un jeu de David Turzi et Nick Shaw. Donc David Turzi, célèbre auteur et aussi auteur de mode solo de renom. Donc sur le thème de Rome et de la construction de Rome. Donc on passe aux choses sérieuses. D'ailleurs c'est une grosse boîte. Alors c'est pour 1 à 4 joueurs. Alors là on est sur des parties de 60 à 90 minutes. Donc vous voyez beaucoup plus consistant que tous les précédents. Et on vous dit à partir de 14 ans. Ce qui me paraît pas mal globalement. Parce que vous allez voir c'est quand même un peu ardu et long. Donc alors long ça va dépendre aussi du nombre de joueurs. En solo vous ne mettrez pas 90 minutes. Mais bon vous mettrez quand même je pense peut-être une bonne heure. Alors, là, on a des extensions dont je ne vais pas vous parler. Alors, on a différents matériels. Alors, vous voyez que c'est des plateaux plastifiés qui sont avec des feutres plastifiés. Donc, ça, c'est bien. Vous pouvez réutiliser à chaque fois. Donc, vous avez un plateau principal pour 1 ou 2 joueurs ou pour 3 à 4 joueurs. Donc, Rome est plus grand pour 3 à 4 joueurs pour laisser plus de place aux joueurs. Donc, un plateau où vous allez venir dessiner des bâtiments. Et puis vous avez votre plateau principal qui est un personnage. Alors vous avez 4 personnages et puis vous avez une extension où vous en avez encore 4 je crois. Qui ont à chacun des capacités différentes au départ. Et qui vont vous permettre de construire vos bâtiments dans Rome, d'aller dans vos colonies. Donc vous voyez qu'il y a la partie construction ici. Sur la carte et puis vous avez ici une partie colonie, donc vous allez pouvoir aller créer des colonies qui vont à chaque fois vous rapporter bien sûr tout un tas de ressources et de points de victoire. Donc vous avez des cartes. Alors je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de fonctionnement du jeu parce que ça prendrait beaucoup de temps.
C'est une règle qui prend 28 pages, voilà. Et qui est quand même assez difficile à étudier pour des débutants. Clairement, je ne le conseillerais pas ce jeu à des débutants, sauf si vraiment vous êtes fanatique de la civilisation romaine et que vous avez envie de vous investir à fond. Mais c'est réservé quand même à des gens qui ont un petit peu l'habitude déjà de lire des règles du jeu. Parce que la première partie, vous allez vraiment la passer à regarder la règle en même temps que vous jouez. Et ça va être assez rébarbatif au départ. Mais une fois encore que vous savez y jouer, ensuite c'est complètement fluide. Et c'est pas si compliqué. Mais bon, il y a beaucoup d'actions différentes possibles à faire. Beaucoup de conditions à pas oublier. Bref, il faut quand même s'y pencher un petit peu. Donc vous allez construire, le principe c'est qu'avec vos feutres, hein, vous allez construire des bâtiments qui ont des formes différentes, qui vont vous donner des capacités différentes, bien sûr. Donc ces bâtiments, on va les choisir parmi des cartes qui seront tirées au sort en début de partie. Donc vous aurez un certain nombre de cartes accessibles. Et en fonction des ressources que vous allez acquérir avec vos dés qui sont ici, je vais vous les montrer après. En fonction des ressources, vous allez pouvoir acquérir certains bâtiments, donc les construire sur votre carte. Voilà, donc les construire sur votre carte. Et ces bâtiments vont déclencher différentes capacités, vont déclencher des interactions avec les bâtiments des autres joueurs qui se trouveront également sur la carte. Donc il y a pas mal d'interactions aussi dans le jeu, hein. Vous pouvez vous gêner, vous pouvez vous empêcher de construire des choses. Vous pouvez, quand vous construisez un bâtiment à côté du bâtiment d'un adversaire, vous allez récolter certaines capacités, ou lui va en récolter. Donc on a des bâtiments militaires, des bâtiments de loisirs, des bâtiments, des magasins. On a des dieux, donc qui vont vous donner aussi des faveurs particulières et qu'on va acquérir quand on va construire un temple. On va pouvoir donc construire des colonies et tout ça, on va le noter sur notre feuille de personnage. Donc notre feuille de personnage, ici on notera les ressources qu'on va acquérir avec les dés. Donc vous voyez que les dés, vous avez des dés avec du bois, des briques ou des dés avec des actions. On va drafter les dés à chaque tour, c'est-à-dire qu'on choisit, comme dans Roll and Write que je vous ai présenté avant, on lance les dés, on en choisit un, notre adversaire en choisit un, on en rechoisit, etc. Il y a un draft et les dés ne sont plus accessibles aux autres joueurs, les dés qui ont été choisis par certains joueurs. Et puis avec ces dés, on va cocher des ressources, on va faire des actions. Alors vous avez la liste des actions possibles ici. Donc beaucoup d'actions qui fonctionnent de manière différente, donc beaucoup de choses à apprendre au départ. Vous pouvez aussi corrompre un conseiller qui va vous donner des capacités supplémentaires. Vous allez acquérir différents points sur différentes pistes dans des domaines différents et à la fin vous compterez tous vos points et le meilleur deviendra le premier conseiller de l'empereur. Voilà. Je rentre pas plus dans les détails, simplement le solo a son propre deck. Voilà, donc le solo va vous choisir des dés parmi les dés qui sont lancés. Donc on va choisir nos dés. L'automa va également prendre des dés auxquels vous n'aurez plus accès. Et ces dés vont conduire à une action. Donc à chaque tour, il va faire une action qui va plus ou moins vous empêcher de progresser comme vous le souhaiteriez. Voilà, je rentre pas plus dans les détails pour Roll and Write. C'est un très bon jeu quand on aime bien les jeux un peu de réflexion, les jeux qui sont proches des jeux de guerre ou les jeux de civilisation. Mais comme vous le voyez, voilà, c'est un petit peu austère et ça nécessite un bon investissement pour lire la règle. Une grande concentration quand vous jouez aussi pour réfléchir à l'action que vous allez mener. Il va falloir un peu de temps, donc c'est pour ça qu'on vous dit partie de 90 minutes à plusieurs. Je pense que c'est pas usurpé. Donc voilà, c'est intéressant, c'est très intéressant. Moi j'aime bien ce genre de jeu, mais ça ne s'adresse pas à tous les publics. Et là on est vraiment au summum, je pense, de ce qui existe dans la difficulté du Roll and Write, qui reste malgré tout une sorte de jeu qui est jamais ultra difficile. Mais parce que même celui-là, une fois qu'on maîtrise les règles, c'est très fluide et c'est pas du tout insurmontable. Voilà pour Roll and Write.
Alors, si je ne devais en garder que 3 dans ma ludothèque, alors, bon, choix difficile. Je dirais que un qui est, malgré sa complexité au niveau du fonctionnement et le fait qu'il nécessite beaucoup de concentration, de mémoire, mais qui reste quand même très facile à apprendre, c'est Imperial Settlers Roll and Write, voilà, avec en plus une construction de moteur qui fait qu'on accumule des ressources, qui nous donnent des bâtiments, qui nous redonnent des ressources. C'est très satisfaisant et rigolo à jouer. Donc je pense que je garderai Imperial Settlers Roll and Write. J'ai beaucoup aimé les jeux de Bench Pinchback et Matt Riddles, donc qui je l'espère seront bientôt accessibles en français. Si je devais choisir entre les deux, si je devais choisir pour un côté familial et thème et niveau de difficulté du jeu, je partirais sur Three Sisters, mais je trouve que Fleet est plus complexe quand même, et plus difficile, plus challengeant pour marquer des points. Donc peut-être que je garderai plutôt Fleet, mais encore une fois, c'est vraiment deux jeux qui sont proches. C'est un peu en raison du thème qu'on va choisir l'un ou l'autre, mais vraiment deux très bons jeux. Et puis j'aime beaucoup Roll, mais bon, ça reste un jeu qui est difficilement sortable quand même, qui nécessite beaucoup de concentration et de temps pour un Roll and Write. Mais je pense que je prendrais plutôt Dinosaur Island Roll and Write, qui est un très très bon jeu où il y a beaucoup de choses à faire, à la fois dessiner son parc, à la fois recruter des gens, construire des bâtiments, là aussi beaucoup de combos. À chaque fois que vous faites le tour du parc, vous accumulez des points qui vont vous servir à vous enrichir de plus en plus enrichir votre parc de plus en plus par la suite. Le thème est sympa, le matériel est beau et je trouve que c'est aussi un jeu auquel j'aurais plaisir à rejouer souvent. Voilà, ça n'empêche que les autres jeux que je vous ai présentés sont chacun dans leur style de très bons jeux aussi. Les deux premiers, plus peut-être pour jouer à plusieurs, vraiment, que ce soit les pirates ou le dungeon crawler, peut-être plus amusant à plusieurs, avec beaucoup de joueurs. Et puis une mention spéciale à Roll and Write Imperial Settlers pour son petit carnet de jeux solo, de campagne solo spécialisé, qui était bien sympathique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'ensemble de ce dossier sur le Roll and Write, que vous arriverez à trouver des choses aussi bien pour les débutants, pour la famille, pour vous-même si vous jouez en solo et que vous avez envie de vous casser un peu les neurones sur des choses plus complexes. J'espère que vous trouverez votre bonheur parmi tout ça. J'espère que ce dossier vous a plu. Si vous souhaitez, alors encore une fois, je vous le redis, si vous souhaitez que je fasse une partie complète de l'un ou l'autre de tous ces jeux, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je le ferai volontiers pour que vous puissiez vraiment voir les mécanismes complets du jeu en question. Voilà, et puis sur ce, eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.